Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, nous nous intéressons à celles et ceux qui transforment les défis environnementaux en opportunités économiques. Pollution, gaspillage, accès à l'électricité, partout sur le continent, les enjeux sont immenses. Mais face à ces défis, des entrepreneurs africains se mobilisent. Ils innovent, inventent de nouveaux modèles et proposent des solutions concrètes pour préserver les écosystèmes tout en créant de la valeur et des emplois. Au sommaire, ce soir, direction la lagune Ébrié à Abidjan où la pollution plastique menace l'un des grands écosystèmes du pays. Vous verrez comment des citoyens engagés, des industriels et même des artistes donnent une seconde vie aux déchets et transforment cette pollution en ressources économiques. Puis nous partirons dans un autre pays africain, notamment au Kenya, à la rencontre de deux startups qui ont choisi de mettre la technologie au service du monde rural, conservation du lait, irrigation grâce à l'énergie solaire, des innovations qui permettent aux agriculteurs de produire davantage, de moins gaspiller et de mieux vivre de leur travail. La lagune Ébrié est le cœur battant d'Abidjan et lui confère son charme. Mais chaque jour, des tonnes de déchets plastiques viennent la polluer et fragiliser son écosystème. Face à cette menace, des citoyens ont décidé de passer à l'action. Ils collectent les déchets, les valorisent et alimentent toute une chaîne économique du recyclage industriel jusqu'à la création artistique. La lagune Ébrié, une mine d'or sous les déchets, c'est un reportage qui est signé Yannick Efomi, Serge Zohoré, Samuel Trazier et Alban Romaric. À vrai dire, il est temps pour ces pêcheurs de sortir leur filet de l'eau. Mais ce matin, la pêche est maigre. Avant on prend plus de poissons. Macharon, arrêt, souvent broché. Maintenant, il n'y a rien de bon même. Les coupables, les voici. Ces déchets qui ont remplacé les poissons dans la lagune Ébrié. Si on prenait le temps même pour bien tourner là, vous voyez, on peut aller jusqu'à l'autre côté là-bas, on peut arriver jusqu'en bas là-bas, c'est des déchets seulement. Le déchet n'a pas de valeur. Voilà, c'est une pète. Voilà, on déploie ça même, parce que nous-mêmes, ça nous fatigue. Si ce pêcheur a raison d'être agacé, il se trompe peut-être sur un point. Ces déchets ne sont peut-être pas totalement dénués de valeur. Et c'est ce que nous allons vous montrer. C'est indéniable. Abidjan fait face à une pollution plastique massive. Les Ivoiriens consomment plus de 30 kg de plastique par an. On emballe, on transporte, on protège, puis on jette. En tout cas, les femmes de maintenant, il ne faut pas épargner. Vous savez, les chasser, il faut marcher. Le sachet, ça me permet d'attraper bien, plus que le panier. Quand je mets, on ne voit pas ce qui est acheté. Je m'envoie ça à la maison. De là-bas, quand j'en ai ma marchandise, je jette. On essaie en même temps 1 kg dans le chassis. Quand les clients viennent là, ils sont pressés. Donc, il est mesuré de 1 kg. Donc, quand je mets là, c'est pour faciliter les clients. J'utilise les sachets pour faire mon marché parce que je n'achète pas grand chose. Mais une fois à la maison, on est venu faire ces sachets poubelles. Dans les rues, les déchets s'accumulent. Et à la première pluie, ils disparaissent pour réapparaître ailleurs. Chaque jour, des tonnes de plastique finissent dans la lagune Ébrié. Les experts alertent sur une pollution de l'eau qui pourrait avoir de graves conséquences sanitaires. Face à cette réalité, des collectifs se mobilisent pour nettoyer la lagune et faire de ce déchet une matière première, aussi bien pour l'industrie que pour la création artistique. La lagune Ébrié, une mine d'or sous les déchets. Mbadon, sur les berges de la lagune Ébrié. Le professeur Alassane Ouattara, spécialiste en biologie aquatique, est venu faire des prélèvements. Ce coup de filet nous a permis d'avoir différents types de macroplastiques. Comme on peut le voir, nous avons des bouteilles plastiques, des sachets à usage unique,
sandales en plastique. Et c'est ce macroplastique-là qui va se décomposer, qui va se fragmenter pour devenir le microplastique. Les macroplastiques sont tous les objets en plastique de taille normale, visibles et mesurables. Exemple, bouteilles d'eau, sacs plastiques, emballages, filets de pêche, gobelets. Les microplastiques sont de minuscules morceaux de plastique qui mesurent moins de 5 mm. Certains sont encore plus petits et prennent le nom de nanoplastiques. Exemple, fragments de sacs décomposés, microfibres de vêtements synthétiques. Le professeur Alassane Ouattara étudie depuis 20 ans la pollution plastique dans la lagune, afin d'en déterminer l'impact. Dans ce prélèvement qu'on vient de faire, là vous avez des microplastiques, des microfibres avec différentes couleurs. Ainsi, même dans une eau qui peut paraître claire à première vue, le plastique est bien présent. L'impact physique, c'est que les organismes aquatiques qui vivent dans l'eau prennent le microplastique comme de la nourriture. En consommant des organismes, notamment des poissons ou des crabes qui sont contaminés au microplastique, il va sans dire qu'en tant qu'humains, nous allons accumuler ces microplastiques à l'intérieur de nous-mêmes. Des études scientifiques ont montré que les microplastiques sont présents dans le sang. Un constat alarmant qui appelle à une prise de conscience immédiate. Il vaut mieux prévenir que de guérir. La prévention, c'est de refuser de consommer du plastique à tout vent. C'est dire non aux emballages plastiques à usage unique. Une pollution qui commence dans nos gestes quotidiens et finit dans notre organisme. Chaque année, près de 200 000 tonnes de déchets plastiques sont rejetés dans la lagune ébriée. Face à cette situation, certains ont décidé d'agir. Direction Grand Bassam, où la lagune ébriée, vaste étendue de 560 km², prolonge le parcours silencieux des déchets. Le combat de l'ONG et d'un environnement. Nous sommes venus collecter des bidons plastiques qui, la plupart du temps, sortent des caniveaux ou d'autres qui sont rejetés par des riverains. Notre objectif en termes de collecte est d'au moins 250 kg. Ils avancent dans les zones insalubres pour extraire les déchets flottants, surtout ceux qui mettent des générations à disparaître. Le plastique se décompose au moins 150 ans, 200 ans après. Elle met plus de temps que vous et moi. Ah! Voilà. Ça n'a pas sa place là. Lui, par exemple, avec son moteur, il passe sur un truc comme ça, il y a problème. Bien, ça fait 1 heure que je suis là en train de collecter. Je suis déjà à 1 kilo, 1,5 kg. J'aime la nature, j'aime l'environnement. Et moi-même, j'habite en bordure. Et donc, quand je vois mon environnement propre, ça me fait beaucoup de bien. Mais avec des moyens limités, la collecte n'est pas sans difficulté. La plus grande difficulté à pratiquer cette activité, c'est le manque de moyens. Parce que même vous voyez, même les gants même sont déchirés, on n'a même pas fait 2 heures de temps. D'ici la fin de la journée, le collectif espère tout de même atteindre son objectif de 200 kg de déchets plastiques récoltés. Le lendemain matin, Xanou Kamara, directrice des opérations chez Birwest, une entreprise de recyclage. Elle fait le tour des collecteurs de déchets afin de se procurer du plastique usagé. Fournisseur à fournisseur, on m'a dit que vous avez des déchets ici. Oui. Donc je viens voir. D'accord, je vous présente. D'accord. Kojo Hanan compte bien tirer profit du plastique ramassé la veille, afin de récolter des fonds pour d'autres collectes. Voilà ce que j'ai pu collecter. Les négociations peuvent démarrer. Vous, à votre niveau, vous avez pour habitude de les revendre à combien? Parce que moi, j'ai un prix d'achat, je veux savoir si on a aligné au même prix, quoi. Ben, on fait le kilo à 50 francs. Les bouteilles propres, je vais vous prendre le kilogramme à 50 francs. Les bouteilles souillées, je vais vous prendre le kilogramme à 30 francs. Parce que ça va me demander un autre boulot là-bas encore. Xanou Kamara est intraitable. Les déchets les plus souillés ne peuvent pas être achetés au même prix que le reste. Hanan se plie à ses exigences. Donc la prochaine fois, nous, on va s'activer
pour pouvoir avoir du bon matériel à leur fournir. Au vu des discussions, je crois dire qu'on va tendre sur un partenariat avec les quantités que je lui demande par semaine, par mois. Et c'est dans l'usine de Bir West, toujours à Grand Bassam, que l'aventure continue pour ces déchets plastiques. Ici, on transforme le plastique usagé en objet du quotidien. Mais pour se métamorphoser en chaise design aux couleurs pétantes, nos déchets vont devoir subir un relooking extrême. Première étape, un nettoyage intensif. Après la première bac, voilà, quand ils finissent le trompage avec les produits chimiques, là, il y a la deuxième bac qui est là, qui est la bac de rinçage. Il n'y a que de l'eau simple à l'intérieur. Suivi d'un tri par couleur. À cette étape, il s'agit de trier les bouchons par couleur. Pourquoi est-ce qu'on trie par couleur? Parce qu'on a des clients qui nous demandent des couleurs bien spécifiques. Une fois propres et triés, les plastiques sont broyés en petites particules avant d'être injectés dans des moules industriels. La matière fond, prend forme pour devenir un nouvel objet. Ici, un stylo à billes recyclé. On peut produire plus de 100 stylos par jour. Si vous avez remarqué, le moule à stylo, il nous fait sortir 2 stylos par injection. Donc, plus il est rapide, plus on produit autant de stylos. Pour chaque type de goodies, on a un moule bien spécifique. On a des kits géo, on a des pots de savon, on a des toupies, on a des puzzles, on a des stylos comme vous le voyez aussi. Donc. Dernière étape, la finition. Les excédents de plastique sont retirés à la main pour obtenir un produit propre et utilisable. Ce qui flottait dans la lagune il y a quelques jours encore devient désormais un objet du quotidien. C'est l'ambition même de Bir West. Léonard Durka est le responsable des relations partenaires de l'entreprise. On est tous dérangés visuellement par ce déchet qui traîne dans la rue. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut lui donner une valeur ajoutée et donc une seconde vie? Voilà la définition du recyclage. L'entreprise bassamoise transforme aujourd'hui plusieurs dizaines de tonnes de plastique chaque mois. Une activité portée par une matière première abondante. Mais derrière ce qui peut sembler être un véritable filon, le recyclage du plastique reste une opération coûteuse. Je pense qu'il est difficile de dire aujourd'hui le plastique est rentable. Ce qui est certain, c'est que c'est une denrée qui est disponible aujourd'hui à tout un chacun, et ça n'en fait pas une denrée gratuite, parce qu'en réalité, il faut lui appliquer le coût du transport, ne serait-ce que ça, et le traitement. Et de manière générale, les matières recyclées sont plus chères que les matières qui sont neuves. Autre argument de taille, pour les acteurs du recyclage, toute la valeur ajoutée de leurs produits est créée en Côte d'Ivoire. Si je récupère de la matière plastique sur le sol ivoirien, que je suis capable de la traiter ici et de la revendre ici, quand vous regardez bien toute la valeur ajoutée que je donne à cette matière, elle reste sur le territoire ivoirien. Et ça, c'est très différent de ce que vous allez pouvoir trouver en termes de matériaux que vous allez payer dans un autre pays, parce que du coup, vous n'avez pas une partie de la valeur ajoutée. L'entreprise emploie une dizaine de personnes. À l'échelle nationale, le secteur pèse lourd. Près de 200 000 emplois, environ 2% du PIB et 82 000 tonnes exportées en 2022. Au-delà des usines, au cœur des eaux marquées par la pollution, d'autres voix s'élèvent, celle d'artistes en alerte. Alex Sené est artiste plasticien et lui aussi puise sa matière première dans la lagune. En général, je collecte presque partout, mais le plus en bordure de mer et des lagunes, parce que là je rencontre plus de personnes. Donc je profite en même temps pour sensibiliser ces personnes-là. Et parfois je viens avec ce que je réalise pour leur montrer que ce que je collecte, j'en fais ce type d'œuvre. À partir de ces déchets, il crée des œuvres d'art dans son atelier situé à Abobo, Ndotré. Le processus est le même. Il commence par laver les déchets. Bon, là je suis en train de laver, puisque j'ai collecté dans des coins qui n'étaient vraiment pas propres. Donc je fais un premier lavage. C'est pas pour rendre totalement propre, mais c'est pour désinfecter un peu avant de passer à la réalisation. Pour pouvoir faire cela, j'ai déjà un modèle déjà défini, puisque je passe déjà à la méthodologie, comment est-ce que je vais procéder. Donc j'essaie déjà de trouver le type de modèle que je veux obtenir et aussi l'alignement commun de bouchons que je vais utiliser, tout ça. Et avec aussi le jeu des couleurs. Le travail de l'artiste
demande minutie et précision pour fabriquer ces sacs en bouchons de bouteilles. Après l'intérieur réalisé, voici le résultat final. Un sac avec manche qui peut être changé à tout moment selon le modèle que la personne veut adapter. Le plastique recyclé a aussi inspiré des tableaux à l'artiste. Que ce soit les sachets plastiques, les tissus, les anciens vêtements même que je récupère. Et ici vous pouvez voir, ce sont des sacs Boro que je récupère généralement à Djamé. Ici c'est une œuvre réalisée avec uniquement des tissus récupérés. Et là, c'est un portrait de notre première dame, Dominique Ouattara, qui est en cours. Et là, je réalise avec les léquets. Son travail dépasse l'esthétique. C'est aussi un message. Pendant la collecte, même on nous regarde mal. On nous traite de fous, que ces gars, ils font quoi. Donc pour eux, il n'y a pas de bénéfice. Mais si aujourd'hui, j'arrive à présenter mon travail à plusieurs personnes, c'est que vraiment, le travail est suivi. J'ai déjà eu à vendre des œuvres pendant des expositions à des clients nationaux et même internationaux. Une économie se développe autour du plastique. L'enjeu reste de savoir si cette valorisation pourra freiner une pollution qui continue de croître. Chaque année, les importations de plastique en Côte d'Ivoire augmentent de 10% par rapport à l'année précédente. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'accueille Wilfried Nguessan, il est directeur commercial chez Grino. Avec lui, Jésus Aka, président de l'association Blue qui milite contre la pollution plastique marine et le professeur Alassane Ouattara, professeur titulaire à l'université Nangui Abrogwa, spécialiste en écologie aquatique. Messieurs, bonjour et bienvenue. Professeur, on vous a vu dans le reportage. Alors, c'est assez rare de voir un professeur titulaire être présent sur le terrain, en train de traiter, de regarder, d'analyser, d'accompagner des journalistes. Au-delà du travail, c'est peut-être une passion. Oui, c'est une passion pour moi. Vous savez, le métier de chercheur, on le fait, j'ai dit toute sa vie. J'ai dit très souvent, chercher un jour, chercher toujours. Quel est donc, avec vous, on verra, quel est donc l'état des lieux de la santé de nos eaux, notamment de la lagune Ébrié? Mais comme vous venez de le voir dans le reportage, la lagune Ébrié, aujourd'hui, fait face à une marée de plastique. Et ce plastique que nous avons, il nous vient de la terre. Et chaque plastique qu'on retrouve dans la lagune, c'est soit une faiblesse de nos systèmes de collecte ou notre échec de nos systèmes de collecte. Et ces plastiques-là ne devaient pas arriver en lagune, ils devaient être très tôt freinés depuis la Terre. On va voir déjà pourquoi le plastique continue d'exister sur Terre. Wilfried, vous travaillez pour Grino, alors on va comprendre ce que fait Grino avant d'aller plus loin dans nos échanges. Ok, merci. Grino est une entreprise, est une filiale du groupe français EDF, spécialisée dans la distribution, l'installation et la maintenance de systèmes de pompage solaire. Alors vous, justement, vous avez une stratégie de traitement de vos plastiques chez vous, au sein de l'entreprise, déjà au niveau de l'entreprise? Oui, bien sûr, il y a d'abord, au sein de l'entreprise, nous mettons l'accent sur l'hygiène. Il y a une politique aussi de recyclage, oui. Que ce soit des déchets plastiques comme des déchets électroniques. On a une politique de recyclage pour tout ce qui est déchets. Ouais. Alors, nous, quand on se promène, quand on traverse les deux ponts, on ne voit pas de plastique. On a le sentiment que c'est propre. On a cette impression que c'est propre. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi? Oui, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans l'analyse. Je pense que si vous remarquez, les plastiques dans le reportage ici sont retrouvés proches des habitations. Donc c'est vrai que les déchets ne sont pas visibles lorsque nous prenons les différents ponts, que ce soit le pont Félix-Boigny, le pont de Gaulle ou le pont Ricona-Bédier. Mais quand on s'approche des différents quartiers, on se rend compte que et c'est toujours à l'image, toujours à l'image pour nos téléspectateurs. Alors, on ne comprend pas, Jésus Aka. On avait quand même une loi, en fait, que ce soit une loi ou alors un décret ou une ordonnance ou je ne sais pas dans quelle ordonnance. Un décret. Un décret, justement, qui demandait la suppression de l'usage des
L'interdiction. Oui. Hein, de la détention et même de la fabrication, la production et tout ça. Il fallait donc du plastique biodégradable. Aujourd'hui, on se rend compte que ce phénomène se poursuit. Donc, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut faire le point déjà sur la législation? Déjà, comme vous l'avez dit, depuis 2013, ce décret existe. L'État de Côte d'Ivoire a bien voulu prendre ce décret dans sa dynamique de lutte contre la pollution plastique afin de réduire un tant soit peu l'usage du plastique à usage unique. Parce que l'un des aspects le plus polluant, on va dire, ou le plus grave même de la pollution plastique, c'est le plastique à usage unique. Il est utilisé pas plus de 5 minutes, pendant plus de 5 minutes ou environ 10 minutes, et après il est jeté. Et donc l'État de Côte d'Ivoire s'est dit, OK, nous nous rendons compte que dans l'environnement, notre environnement, il y a beaucoup plus de sachets plastiques qui traînent et qui obstruent nos égouts. Donc on va réduire, on va freiner l'utilisation. Donc en 2013, l'État prend ce décret. Et malheureusement, le décret n'a pas pu être mis en œuvre, ou en tout cas a été mis, c'était mis en œuvre, sa phase. On a senti une grosse pression à un moment donné. En plein début, quand même, il y a eu des efforts de sanctions et tout ça. Et les efforts se sont amoindris au fur et à mesure. Le décret existe, mais alors vous, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous aussi, le décret s'applique, votre association n'a plus de raison d'être. Ah non, notre organisation lutte contre la pollution plastique. Oui. Nous sommes l'ONG Blue, oui, qui est une organisation de jeunes qui lutte contre la pollution plastique et qui fait la promotion de l'économie bleue durable. OK. Alors, donc, nous, on a 5 axes d'intervention. On fait de l'éducation, on intervient. Le deuxième axe, c'est l'engagement des jeunes. Donc, comment est-ce qu'on implique les jeunes dans des actions de préservation de l'environnement? Le troisième axe, c'est les plaidoyers. Ce sont les plaidoyers et les politiques. Donc, comment est-ce qu'on accompagne l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, dans les politiques relatives à la pollution plastique ou à la protection de l'environnement? Donc, le quatrième et le cinquième, par exemple, c'est l'économie bleue et les emplois bleus. Donc, voilà, on travaille sur tous ces aspects-là. Alors, quand même, ça reste une économie, finalement, l'économie des déchets. Il y a tout un écosystème autour. Vous travaillez sur les risques autour de la pollution plastique de nos eaux. On a été choqués quand vous nous avez dit que les études ont prouvé que dans le sang humain, on trouve des nanoplastiques. Pourquoi le sang n'évacue pas ça? Pourquoi le corps humain, qui est spécialiste pour s'auto-nettoyer, n'évacue pas tout ça? Alors, ce que je vais dire déjà, c'est qu'au niveau de l'impact sanitaire, on peut le situer déjà à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau respiratoire. Vous savez, le plastique, une fois qu'il est sur Terre, soit qu'il va directement dans l'eau, soit qu'il se décompose sur Terre, soit il est incinéré. Ces particules microscopiques, on les inhale par les voies respiratoires, elles peuvent passer dans le sang. Deuxième chose, le plastique, c'est un dérivé du pétrole auquel on ajoute des additifs. Et il y a environ aujourd'hui plus de 16 000 additifs, et parmi ces additifs, 4 000 sont considérés comme toxiques. Donc quand on parle de plastique, ce n'est pas un matériau unique, c'est plusieurs familles de plastique. Et quand on regarde dans le sang et qu'on retrouve ces composés, ces molécules, ces polymères, quand on regarde la source, c'est du plastique. Et donc, c'est dire simplement qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter, et tant dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange, et tant aussi par la respiration, nous prenons dans notre corps des microplastiques. Alors, je suis content que vous soyez là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a de la pédagogie à faire et à refaire, il y a du plaidoyer à faire et à refaire. On va venir vers vous sur la question, justement, de ce plastique qui est issu du pétrole. Vos solutions solaires permettent finalement d'abandonner de plus en plus les solutions... Les énergies fossiles. Aujourd'hui, il y a certains projets sur lesquels le groupe travaille aujourd'hui pour réduire la part des énergies fossiles dans la consommation d'électricité en Côte d'Ivoire, notamment la centrale biomasse de Bonois, qui permettra de produire l'électricité à base de déchets organiques issus du palmier, de la palme industrielle, qui permettra quand même de réduire
la part des énergies fossiles, du pétrole et autres. C'est intéressant. Donc, alors, tout notre plateau se tient. Donc, c'est une chaîne de valeur ici sur le plateau. Dites-nous, vous participez également aux actions de collecte. Comment est-ce qu'on valorise comment ça se passe la collecte sur les eaux? D'accord. Comme le professeur l'a dit, en fait, l'origine même de la pollution plastique est d'origine tellurique, c'est-à-dire vient principalement de la terre. Et donc, nous menons des actions de sensibilisation, tant sur la TFM et que, on va dire sur la TFM parce que sur l'eau, il n'y a personne. Ouais. On est sur la TFM, donc on va vers les populations, sensibiliser les populations. Et à l'issue de cela, on mène des actions de collecte, donc des collectes de déchets qui se font à la fois sur la terre ferme et sur la lagune également. Parce que nous travaillons dans le cadre d'un projet qui est dénommé Blue Sea avec des pêcheurs. Donc nous allons avec ces pêcheurs sensibiliser d'abord ces pêcheurs et ensuite, donc par exemple, vous avez pu constater les pêcheurs prendre la parole et tout ça. Donc ce sont les pêcheurs qui, pour la plupart, ont bénéficié d'une sensibilisation. Donc, ensuite, ils vont avec nous, ils nous accompagnent pour collecter les déchets à travers les filets de pêche et tout ça. Donc oui, sur la lagune, c'est comme ça que nous... On vous forme à aller sur les eaux. Est-ce que vous avez des équipements au moins bien sûr, on a tous les équipements de sécurité qu'il faut. Sur la TFM également, on est accompagné aussi par la Nagette qui nous donne des équipements ou encore par les partenaires. Qui achète les équipements? Non, les déchets. Les déchets plastiques qu'on met ensemble. On a vu une dame qui achète pour faire des produits d'usage du quotidien. Mais qui sont ceux qui achètent en général? Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises. C'est vrai qu'on n'en a pas assez encore en Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même plusieurs entreprises qui investissent dans le recyclage. Donc, par exemple, Plastica ou même on a dit Univalplace. Voilà, Univalplace qui utilise les déchets plastiques pour en faire des pavés. Est-ce qu'ils arrivent à tout absorber? Non. Vous savez, si on prend des données chiffrées, en 2023, la Côte d'Ivoire a importé en matière de matière plastique brute 457 000 tonnes. Et quand on regarde le taux de recyclage qui est autour de 10%... Non, peut-être que c'est du plastique biodégradable. Ah, attention. Non, parce qu'on a un décret... Oui, le plastique biodégradable coûte très cher. Ah. Qui dit biodégradable, dit polymère naturel, dit amidon. Il coûte très cher. Et on peut ici, en Côte d'Ivoire, vérifier combien utilise le plastique biodégradable. Ouais. On en parle, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il coûte excessivement cher. Il faut le subventionner. Et très peu l'utilisent. On en parle, mais le plastique biodégradable, au jour d'aujourd'hui, n'est pas accessible à tout le monde. 457 000. On imagine que ça, c'est par an. Ça, c'est en 2023. Si on prend appui sur un repère historique, quand on a fait des analyses, depuis 2003, c'est une augmentation de 10% que nous avons chaque année. Donc, c'est dire qu'à l'horizon 2030, on risque d'être autour de 1 million de tonnes d'importation. Cela veut dire que la consommation est forte. Et comme le taux de collecte est faible, autour de 40%, et le taux de recyclage autour de 10%, ça veut dire que la pollution... Waouh, c'est bien quelque part. Tout ce plastique est quelque part. Et il est sur Terre, il est dans l'air, et il est dans l'eau. On a vu dans ce reportage, Wilfried, la dimension artistique finalement, la capacité à recycler, à faire des œuvres d'art. Donc tout le plastique devient une nouvelle activité économique, donc soit parce que certains transforment pour en refaire de nouveaux plastiques pour les réinjecter sur le marché, ou alors il y en a qui font des œuvres d'art. On a vu des sacs, on a vu des tableaux. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est une très bonne chose. C'est un moyen que certains acteurs économiques privés utilisent pour pouvoir régler ce problème, l'endiguer. Je pense qu'on doit les accompagner. On doit les accompagner pour pouvoir quand même leur donner les moyens de pouvoir se développer, en attendant que l'État s'y prenne de façon sérieuse par la sensibilisation. Je pense qu'il faut les aider parce qu'ils contribuent aussi à régler ce problème. Vous restez avec moi, on quitte Abidjan pour aller
plus loin au Kenya. Nous l'avons vu, la protection de l'environnement peut aussi être source d'activité économique et cette dynamique ne se limite pas aux grandes villes. Au Kenya, des entrepreneurs ont choisi d'accompagner le monde rural grâce à des solutions innovantes à destination des fermiers et des agriculteurs. Des bidons isothermes dédiés à la conservation du lait de vache, véritable problématique au Kenya, aux pompes à eau qui fonctionnent à l'énergie solaire pour irriguer les champs à moindre coût. Ils montrent que l'on peut concilier innovation, rentabilité et développement durable. L'innovation au service des fermiers kenyans, c'est un reportage de Mathilde Adam, Serge Zoré, Oscar Noël Sangan. Dans cette petite ferme du comté de Murang'a au sud de Nairobi, ce fermier retrouve ses vaches pour la traite journalière. J'ai 7 vaches et je produis environ 5 litres de lait par jour parce que je n'en trais que 4. Mais il y a des moments où je peux traire même plus de 50 litres. Le plus grand enjeu dans ce métier, c'est que le lait ne se périme pas. La perte post-récolte de lait frais, un problème de taille au Kenya. Chaque année, 290 000 tonnes sont perdues faute de moyens de conservation adéquats. Un manque à gagner de plus de 110 millions de dollars à l'échelle nationale. Mais Douglas Joronge n'est plus concerné par ce problème depuis qu'il utilise ce bidon bleu. J'ai mis le lait dans le bidon. Il y a un autre contenant ici. Il y a un trou ici. C'est là que la glace est insérée. Une fois insérée, on referme. On met donc ce contenant dans le bidon de lait pour qu'il reste frais. Ça flotte, vous voyez, ça flotte dans le lait. Ce bidon isotherme réfrigéré a été conçu par une start-up kenyane pour éviter les pertes de lait. Il permet de le conserver au frais jusqu'à 24 heures. En un mois, je pouvais perdre environ 150 litres, ce qui équivaut à 26 000 francs CFA par mois. C'est énorme pour un agriculteur. Ce matin, un transporteur local vient récupérer le lait. Son bidon isotherme s'ajoute à ceux de ses voisins fermiers. Trop éloigné de la coopérative située à 20 km, il compte sur cette collecte pour acheminer sa production. Sans cette solution isotherme, impossible de rejoindre la coopérative à temps sans perte de lait. Chaque jour, ce point de collecte reçoit la production de plus d'une centaine de fermiers, pesée, puis mise en commun. Avant, on avait plus de pertes, mais ces bidons encouragent davantage d'agriculteurs à se lancer dans l'élevage, parce qu'on a maintenant un moyen simple de collecter le lait, et le lait ne se périme plus. Depuis que cette solution est arrivée, on a vu une vraie amélioration, en moyenne 50% de lait collecté en plus. Des solutions simples en apparence, mais capables de transformer la vie des fermiers. Dans un pays où l'agriculture pèse près de 33% du PIB et emploie environ 70% de la population active, des startups ingénieuses mises sur la technologie pour rendre ce secteur durable et rentable. Objectif : augmenter les revenus des populations rurales grâce à des équipements adaptés à leurs problématiques, mêlant ingéniosité et technologie verte. De la conservation du lait à l'irrigation des champs grâce à l'énergie solaire, l'avenir agricole est au vert. Dans le quartier de Rué à Nairobi, nous sommes dans les locaux de Savannah. C'est ici que sont produits les bidons réfrigérés qui servent à conserver le lait. Marine Junguna est manager technique. Elle s'assure que chaque stade de la production soit respecté. Voici la machine de découpe laser. Quand on reçoit nos tôles, elles arrivent sous forme de feuilles entières. À partir de là, on peut découper la tôle en différentes pièces. Je vais vous faire une démonstration. Cette tôle servira au revêtement des bidons, permettant leur isothermie. Après la coupe, la tôle est enroulée pour former un cylindre qui deviendra le bidon. Et après ça, l'isolation sera ajoutée. Cette initiative, c'est celle de Percipto. L'idée lui vient d'un constat. Après des années passées au sein du gouvernement,
il constate que les agriculteurs n'ont pas accès aux technologies disponibles sur le marché, faute de moyens. Il y avait un sérieux manque à combler qui était de trouver comment mettre en lien ces nouvelles technologies dont nous disposons et les agriculteurs qui en ont besoin. Il décide de parier sur le secteur laitier, une filière qui a fait l'objet d'une attention toute particulière ces dernières années au Kenya. Il y a un véritable essor depuis 2 ans, en grande partie parce que le gouvernement a structuré toute la filière laitière. Avant, c'était très peu organisé. Environ 80% du lait kényan passait par le secteur informel. Mais aujourd'hui, la plupart de ces coopératives ont été formalisées en institutions reconnues par l'État ou en institutions financières. Alors, les agriculteurs peuvent accéder au crédit et donc avoir un meilleur pouvoir d'achat, ce qui nous permet à nous de leur vendre nos services. Grâce à des outils performants et abordables comme ce bidon, l'entreprise est passée de 5 000 à 65 000 fermiers partenaires en seulement 2 ans. L'objectif à l'horizon 2030, dépasser le million de fermiers. Aujourd'hui, l'ingénieur de l'entreprise présente sa dernière innovation. Vous pouvez retirer ce cube de la machine et vous verrez automatiquement dans l'application qu'il a été retiré. Ce cube réfrigérant est la nouvelle invention. Inséré dans le bidon, il permettra de refroidir le lait, mais aussi, grâce à un système de rotation, de le remuer pour prolonger la période de conservation. Tout est fabriqué au Kenya, ici chez Savannah. L'acier, l'électronique, l'application. C'est le seul appareil de ce genre au monde. Le réfrigérateur est efficace grâce à ce compartiment rempli de batteries chargées à l'énergie solaire. Solaire, économique, made in Kenya, la formule paye. En 4 ans, les ventes ont quadruplé. Et Savannah n'est pas seule à miser sur l'innovation pour faire grandir les revenus des fermiers kenyans. Cette ambition, d'autres startups la partagent. À quelques kilomètres de là, dans les locaux de l'entreprise Sun Culture, un nouveau système voit le jour, entièrement alimenté à l'énergie solaire. L'ingénieur à l'origine de chaque modèle, Timothy Muchai. Il a fait du solaire son cheval de bataille. Nous avons le nouveau contrôleur d'énergie ici, qui est beaucoup mieux que l'ancien. Le solaire est intéressant au Kenya, car nous avons une abondance de soleil. C'est une ressource encore sous-exploitée. La technologie solaire est courante au Kenya et nous travaillons sur ce type de solution depuis un moment. Et vu que le coût des énergies fossiles augmente, pour nos agriculteurs dont la principale préoccupation est le coût, le solaire s'impose comme le choix le plus logique. À ses côtés aujourd'hui, Juliette Kili, directrice de l'impact de la Fondation Shell, principal bailleur de fonds du projet. Laissez-moi vous montrer le terrain d'expérimentation. Pionnière du secteur, Sun Culture couvre aujourd'hui près de 70% du marché des pompes solaires en Afrique subsaharienne. Une croissance rendue possible grâce à plusieurs partenaires financiers, parmi lesquels la Fondation Shell, qui soutient l'entreprise depuis ses débuts. Donc la pompe est là-bas? Oui, la pompe est à l'intérieur. Et vous pouvez voir que le système de batterie est beaucoup plus étendu. Je vais vous montrer le système de pression. Ici, on peut mieux gérer la pression du système d'arrosage. On utilise ça pour avoir plus d'eau ou moins d'eau. Nous sommes ravis de l'impact que Sun Culture a sur les agriculteurs au Kenya et en Afrique de l'Est. La Shell Foundation travaille avec Sun Culture depuis plus de 10 ans pour réduire le coût des pompes à eau solaire et améliorer l'accès aux solutions d'irrigation pour les agriculteurs. Cette pompe à eau fonctionne grâce à l'énergie solaire captée par des panneaux photovoltaïques. Une innovation qui a changé la vie de nombreux agriculteurs dans le pays. Grâce à ce financement, Sun Culture peut baisser le prix de ses pompes et convaincre chaque année davantage de fermiers.
Ils sont aujourd'hui des milliers à l'utiliser. Dans les zones rurales, là où pousse une grande partie des cultures vivrières, l'entreprise assure aussi un service après-vente. Ce jour-là, un ingénieur de Sun Culture vient d'inspecter l'installation d'un client dont le débit d'eau a chuté. Après quelques vérifications, il se tourne vers les panneaux. Le débit est assez lent, mais regarde tes panneaux, ils sont très poussiéreux. Ils doivent être nettoyés. On doit prendre de l'eau et un chiffon pour nettoyer le panneau. Ça va augmenter la surface exposée pour capter plus de lumière. Car lorsque les panneaux sont sales, ils produisent moins d'énergie et le débit de l'eau s'en trouve affecté. Jerrycan d'eau et chiffon en main, l'ingénieur se met au travail. Si le panneau est couvert à 50% de poussière, alors ça réduit l'efficacité de la pompe de 50%. Donc si je le nettoie maintenant, l'efficacité remonte à 100%. Ce système permet à l'agriculteur d'obtenir 20 000 litres d'eau par jour, simplement grâce à ces 2 panneaux solaires. Les panneaux solaires captent l'énergie du soleil directement. Elle arrive ensuite au contrôleur qui régule la quantité d'énergie envoyée à la pompe. La pompe, elle, est complètement immergée dans ce puits de 18 mètres de profondeur. En équipant les agriculteurs de pompes d'irrigation solaire, Sun Culture les rend indépendants du carburant et du réseau électrique. Un système avantageux pour les fermiers qui peuvent rembourser l'installation petit à petit et en fonction de leurs revenus. De nos jours, dès qu'on parle aux agriculteurs de pompes solaires, la plupart d'entre eux adhèrent pleinement à cette idée. Et cela signifie que d'une manière générale, la production agricole va augmenter, car la plupart des agriculteurs pourront désormais se consacrer à leurs activités agricoles. C'est le cas de Nicodemus Karioki, fermier depuis 50 ans, qui fait désormais pousser ses légumes grâce à l'irrigation solaire. Avant, il devait utiliser une pompe à pétrole pour extraire l'eau du sol, un système très coûteux qui rendait son activité peu rentable. Avant, j'utilisais 5000 francs CFA par jour. Depuis que le soleil est arrivé, j'en utilise plus que 200. Le pétrole me limitait parce qu'il me fallait beaucoup d'argent chaque jour. Mais depuis que le soleil est arrivé, ça ne me limite plus parce que je ne paie pas. Je paie seulement 200 francs par jour. Déjà 75 000 pour vendus en Afrique de l'Est. Mais Sun Culture compte convertir davantage de fermiers en installant 300 000 pompes d'ici 2030. De retour sur le plateau de Made in Africa, on revient du Kenya, mais quel pays, Jésus Aka, professeur Wilfried, mais quel pays? Déjà votre regard sur l'écosystème des startups au Kenya? Vous savez, le Kenya est très avancé, en tout cas en matière entrepreneuriale, parce que l'État, même le gouvernement, a investi énormément. Déjà à la base, au niveau de l'éducation, il y a eu énormément de travail et d'investissement. Et le cadre aussi, le cadre juridique. Vous savez, en Côte d'Ivoire également, il y a le cadre juridique que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour pouvoir faciliter justement l'entrepreneuriat local. Alors, vous connaissez le Kenya? Oui. Votre regard sur l'écosystème? Le Kenya est vraiment très avancé au niveau entrepreneurial. Ils ont beaucoup investi, le gouvernement a beaucoup investi dans la recherche, dans les universités, et ce qui a favorisé aujourd'hui l'essor de beaucoup de start-up. Aujourd'hui, face aux défis de l'innovation technologique, surtout concernant les énergies renouvelables, il y a plusieurs aujourd'hui start-up Kenya qui ont vu le jour pour pouvoir répondre à des besoins bien précis, comme c'est le cas ici. C'est ça, et finalement des startups depuis le Kenya qui rayonnent sur l'ensemble du continent. C'est vraiment, ils ont une vision continentale et ils vont très loin. Alors, nous, on sait que vous faites des pompes solaires aussi. Le modèle économique qu'on vient de voir
à la télévision avec Sun Culture et le modèle économique de Greeneau. Est-ce que ça se ressemble? Bien sûr, Sun Culture est l'un des partenaires de Greeneau. L'un des partenaires de Greeneau, c'est notre principal fournisseur en termes d'équipement solaire, de système de pompage. Donc vous les connaissez bien, ça tombe bien? Oui, je les connais très bien. J'ai déjà effectué une mission au Kenya où on a beaucoup collaboré. Expliquez-nous en détail ce que vous faites. Premièrement, depuis quand vous existez? Ok, nous existons en Côte d'Ivoire depuis... on a démarré nos activités depuis le mois de mai 2023. Vous avez vendu combien de kits aujourd'hui? Déjà plus de 3500. Donc 3500 petits agriculteurs et fermiers et autres qui ont acheté ça. Premièrement. Deuxièmement, comment est-ce qu'on fait le forage? Est-ce que vous offrez également le forage ou alors on se débrouille? Nous, on n'offre pas de forage, mais on a des partenaires. Qui font le forage, qui sont des foreurs. On a des partenaires aussi pour les petits exploitants, pour ceux qui n'ont pas trop de moyens, qui font des puits. Oui. Parce qu'on a des équipements qui sont utilisables à la fois dans de simples cours d'eau, dans des barrages, dans des puits, mais aussi dans le forage. Aujourd'hui, le forage en Côte d'Ivoire, il est coûteux. Tous les agriculteurs n'ont pas la possibilité de s'en offrir. On reviendra, si on a encore le temps, sur la question de la facilité de financement. Mais vous aussi, vous êtes dans l'économie bleue. Alors, c'est quoi l'économie bleue d'abord? Commençons par ça. D'accord. L'économie bleue, c'est toutes les activités économiques en lien avec le milieu aquatique. OK. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui pour produire déjà de l'énergie? On en produit avec du solaire. Est-ce qu'il y a des solutions avec les eaux pour produire de l'énergie qui existent aujourd'hui? Oui, il y a en dehors des barrages. Il y a l'énergie éolienne qui n'est pas très exploitée aussi en Côte d'Ivoire, oui, que nous pouvons produire. Est-ce qu'on a d'autres solutions avec les eaux pour produire de l'énergie? Mais comme il a dit, c'est... Éolienne, c'est le vent, mais... C'est le vent. Mais c'est beau, vous savez, avec la mer, on peut installer toutes ces pylônes au niveau de la mer et on a beaucoup plus de production. On était sur la question de l'écosystème des startups. Est-ce que vous, par exemple, l'écosystème de la subvention aujourd'hui vous permet d'avancer? On a vu tout à l'heure avec, je pense, Sun Culture, ils ont été appuyés par Shell, mais je pense que c'est un appui en tant que prise de participation ou de préfinancement parce que c'est une entreprise qui doit faire des revenus. Mais vous, comment s'organise l'écosystème en fait de l'accompagnement des solutions comme les vôtres? D'accord. Déjà, il existe plusieurs types de partenaires. Donc, on a des partenaires institutionnels qui nous accompagnent. On a des partenaires, au-delà des partenaires institutionnels que sont les ministères, on a dit le gouvernement de la Côte d'Ivoire. On a aussi des organes des Nations Unies et les entreprises privées qui nous accompagnent sur certains types de projets. Mais bien évidemment, au fur et à mesure que l'organisation évolue et grandit, le besoin en termes de financement et d'accompagnement est de plus en plus important. Professeur, est-ce que finalement ces solutions, d'après vous, arrivent à changer réellement la vie des agriculteurs? Oui. Vous voyez, c'est les technologies qui sont mises à disposition des petits exploitants. Ils n'ont besoin que de ça. Quand on regarde dans les reportages, vous voyez, on s'affranchit de l'agriculture qui dépend des pluies à une agriculture qui peut être modernisée en utilisant d'autres sources d'eau autres que celle de la pluie. Surtout qu'avec le changement climatique, où sévit des sécheresses intenses, il faut trouver des alternatives. Et si on veut réduire le coût de la vie, je pense que ces initiatives sont à encourager. Aujourd'hui, la transition vers les énergies solaires au niveau agricole, est-ce que c'est juste une tendance passagère ou bien vous pensez que ça va exploser sur le continent africain? Et pour moi, on va s'inscrire dans la durée. Étant donné qu'elle prouve qu'on peut l'utiliser à long terme, pour moi, c'est des initiatives qu'il faut encourager et faire un transfert de technologie pour que tout le monde puisse l'utiliser convenablement. On a livré des équipements solaires, il y a une panne, vous êtes avec moi à Abidjan. Comment est-ce que celui qui est à Toumoudi peut avoir un service après-vente rapide? On a une vingtaine de centres de services repartis un peu partout sur le territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire. Et on a une équipe de techniciens spécialisés, bien formés, accrédités, installés partout à l'intérieur du pays avec les équipements nécessaires pour le service après-vente. Donc nous mettons un accent particulier sur le service après-vente qui est indispensable pour que les populations, même ces différents acteurs-là, croient à la nécessité de ce changement-là. Voilà. Et si on a besoin d'accompagnement, de conseils
agricole cette fois-ci, sur les quantités d'eau à mettre, à quel moment il faut irriguer. Est-ce que vous arrivez jusqu'à ce niveau de conseil ou est-ce que vous avez des partenaires qui peuvent accompagner? Oui, aujourd'hui, nous avons un partenariat avec l'ANADER. Aujourd'hui, nous ne nous limitons pas seulement à la commercialisation. On accompagne aujourd'hui les agriculteurs quand ils ont besoin de conseils. Ça ne fait pas partie de notre métier, mais en notre sein, aujourd'hui, on a des agronomes. En notre sein, on a des techniciens qui permettent quand même d'accompagner un tant soit peu des petits exploitants. Par exemple, un exploitant qui a 2500 mètres carrés de culture maraîchère, par exemple de tomates, ils ont régulièrement recours à nous pour quand même quelques conseils. Quand le niveau technique nous dépasse, nous les orientons directement vers l'ANADER. On est content d'avoir eu autant d'explications. Alors, on revient sur la solution apportée aux éleveurs du lait dans des bidons isothermes. Professeur, bidon isotherme, c'est quoi isotherme? C'est comme une glacière qui conserve donc une température initiale et qui empêche un transfert de chaleur. Or, la chaleur a un impact sur le lait. Exactement. Okay. Et quand on le voit, je ne suis pas surpris, le Kenya, c'est le berceau du pastoralisme. Et aussi aujourd'hui, quand on voit une filière laitière, je dirais, de petits exploitants. Et la seule façon de pouvoir les aider, c'est ce genre de start-up pour les accompagner. On va se projeter. On a parlé de ces innovations, parfois des chercheurs qui viennent nous accompagner. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment, professeur, que la recherche scientifique est suffisamment exploitée par les start-up, par les entrepreneurs pour pouvoir faire avancer notre société? Je veux dire, pas suffisamment. Pas suffisamment. Vous savez, le véritable problème, c'est que très souvent, on nous reproche, nous scientifiques, de travailler en vase clos, qu'on n'est pas ouvert. Mais aujourd'hui, la recherche-développement permet aux entreprises, aux start-up, de pouvoir avoir une autre vision de la recherche. Et au jour d'aujourd'hui, la plupart des recherches qui sont faites, elles sont faites pour résoudre les problèmes de la société. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a une transférabilité qui peut être faite des travaux de recherche. Et une transférabilité qui n'est pas suffisamment faite. Wilfried de chez Grino, merci beaucoup. Jésus Aka, merci infiniment. Professeur Alassane Ouattara avec 2 L, il faut le dire, merci infiniment. Merci à vous, chers invités. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Nous prenons rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Bien sûr, vous pouvez retrouver notre émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci. ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez également suivre nos activités sur les réseaux sociaux. C'est Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et X, Twitter. Merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, aux équipes de la RTI, à qui je dis merci pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI 1 et n'oubliez pas, l'innovation peut complètement disrupter notre société. À très bientôt.